Théorie, atelier 4 en sciences et technologies, quatrième secondaire pour la préparation de l'examen du MELS de fin d'année. Toujours dans l'univers matériel, l'électricité et l'électromagnétisme. Alors, le circuit électrique. En fait, on étudie deux circuits électriques, les circuits en série, les circuits en parallèle. Pour pouvoir les dessiner, nous avons besoin de retenir certains symboles normalisés qui vont nous permettre de construire le circuit électrique. Alors, voici quelques symboles normalisés. Ils peuvent varier un peu dépendamment des manuels. Alors, on a ici la pile. On peut inverser la borne positive et la borne négative. La batterie qui est une série de piles, en fait. Ensuite, nous avons celui qu'on utilise beaucoup, le voltmètre, l'ampèremètre. Par exemple, le moteur, c'est un M avec un cercle. Vous avez aussi les prises électriques, donc les prises qu'on retrouve dans les maisons. L'ampoule, on peut la retrouver aussi, l'ampoule, tout simplement de cette manière, avec le petit filament de tungstène. Ensuite, vous avez des branchements. Lorsqu'il y a des branchements, alors un conducteur qui est un fil, alors on peut tout simplement faire les petits points ici pour représenter qu'il y a un branchement. Ensuite, on utilise beaucoup le résisteur. On peut l'appeler aussi le résisteur, mais c'est le résisteur souvent qu'on dit un peu plus souvent. Vous avez l'interrupteur ici qui est ouvert et ici un interrupteur qui est fermé. Lorsque l'interrupteur est fermé, le courant peut circuler dans le circuit. Alors, un petit rappel, lorsqu'on va travailler avec les circuits électriques, autant celui en série qu'en parallèle, on va toujours considérer le courant conventionnel. Donc, le courant conventionnel, c'est tout simplement qu'il voyage de la borne positive vers la borne négative. Sur une borne d'une source de courant variable, le positif est représenté par la couleur rouge et le négatif par la couleur noire. Donc, par le noir. Et voilà. Alors, pour un circuit en série, ce qu'il y a de particulier avec le circuit en série, c'est que le courant circule par un seul chemin. Donc, il n'a pas le choix. Alors ici, voici un exemple de circuit en série. Nous avons deux ampoules. Alors, on peut voir ici la borne positive. Alors, le courant voyagerait de la borne positive, circulerait de cette manière, passerait dans l'ampoule, réchaufferait le petit filament de tungstène. Celui-ci transformerait son énergie électrique en énergie lumineuse. Et par la suite, le courant continue sa course dans l'autre ampoule. Donc, même chose, les électrons vont réchauffer le petit filament de tungstène. Le tungstène, c'est ce qui va donner la lumière. Et voilà, le courant retourne à la source par la borne négative. On peut donc dessiner tout simplement notre circuit électrique de la manière suivante. Alors, la pile, on peut la représenter de cette manière. Ensuite, nous avons nos branchements tout simplement de nos deux ampoules. En série, c'est que lorsqu'on regarde les, les fils qui nous permettent de brancher le composant dans un circuit électrique, en fait, on a toujours un fil qui est avec, on va le montrer ici, donc qui est avec, si je regarde le fil de cette ampoule, il est branché avec la pile. Et ce fil, il est branché avec un fil mais appartenant à la deuxième ampoule. Même chose pour cette ampoule. Nous avons un fil qui est branché avec cette ampoule, l'autre fil qui est branché avec la pile. Alors, c'est comme si les éléments du circuit, les composants du circuit se tenaient à la file indienne. Alors, on peut représenter, je vais dessiner mon petit filament de tungstène, et voilà, et voilà. Donc, nous avons le courant qui circule de la borne positive vers la borne négative. On peut le représenter par la variable I. Alors ici, le courant, on peut le suivre avec le crayon ou avec notre doigt. Il n'a pas le choix, il va passer
ici, dans le petit filament de tungstène, donc dans l'ampoule, on peut la représenter comme ça. Il n'a pas le choix de faire ce chemin, donc il va passer par la suite dans la deuxième ampoule et le courant revient toujours à la source par la borne négative. Par la suite, les deux mêmes ampoules peuvent être branchées en parallèle. Un circuit en parallèle, ce qu'il a de particulier, c'est que le courant peut emprunter plusieurs chemins. Voici un exemple. Donc ici, nous avons deux ampoules. Donc, qu'est-ce qu'il y a de particulier lorsque des éléments ou des composants de circuit sont branchés en parallèle? C'est que les deux fils d'un même élément sont branchés avec les deux fils d'un autre élément. Donc, ils sont comme face à face. Nous avons ici un interrupteur qui est en série avec les deux ampoules qui sont branchées en parallèle et nous avons notre pile. Alors, si nous voulons dessiner ce circuit électrique, alors on peut procéder de la même façon que tantôt. Donc, nous avons notre pile, nous avons par la suite nos fils. En fait, lorsqu'on dessine un circuit électrique, il suffit tout simplement de faire des figures géométriques. Ça peut être des rectangles, ça peut être des triangles, des carrés. Alors ici, je vais les placer en parallèle. Et voilà. On relie le tout à la source. On peut les faire aussi de façon différente. C'est une façon de faire. On va aller tracer l'ampoule. Je n'ai pas dessiné l'interrupteur, mais on pourrait le placer dans notre circuit. Alors, ce qu'on mentionnait tantôt, c'est qu'en parallèle, vous avez les deux éléments, les éléments. En fait, j'ai deux ampoules. On aurait pu en avoir trois ou quatre. Ce qui est particulier, c'est que vous avez les deux fils de la même ampoule qui sont branchés avec les deux fils de l'autre ampoule. Ils se retrouvent face à face. Donc, c'est une façon de le retenir. Vous avez la borne positive ici, la borne négative. Le courant circule toujours de la borne positive vers la borne négative. Alors, il a plusieurs chemins, le courant. En fait, il peut se retrouver ici, il peut se retrouver ici. Donc, il peut se séparer. Et ici, redevenir ce qu'il était à la sortie de la source. Donc, il va être en totalité, il va revenir en totalité à la source. Par la suite, ah oui, on peut le dessiner aussi d'une autre façon. Le circuit en parallèle, on peut faire une autre figure, en fait, qui est plus rectangulaire, uniforme. Alors, on peut faire la source de cette manière. On peut tout simplement dessiner un rectangle avec une première ampoule qui va se situer ici. C'est une autre façon de représenter en fait un circuit en parallèle. Alors, on a ceci. Oups. Et voilà. L'autre ampoule va venir s'installer ici. C'est un peu croche là, mais c'est pas grave. Alors, si on veut dessiner notre ampoule en parallèle avec la deuxième ampoule, donc voici un autre circuit qui est aussi en parallèle. C'est le même, en fait. C'est une autre figure géométrique. Nous avons la borne positive, la borne négative. Si on avait voulu ici placer l'interrupteur, on aurait pu le placer ici, à la sortie de la pile. Même chose pour ici, on peut placer l'interrupteur ici, il est fermé. Alors le courant peut prendre plusieurs chemins. Mais lorsqu'il revient au nœud ici, et voilà, il revient à la source en totalité. Ce qu'on retrouve aussi de particulier pour le circuit en série et en parallèle, en fait, le courant va circuler par un seul chemin. Il y a donc une seule boucle dans un circuit en parallèle, en série, pardon. Alors, on appelle ça une boucle. Alors que dans le circuit en parallèle, nous avons plusieurs boucles. Allons voir. Alors, le courant peut
prendre plusieurs chemins. Donc, il peut décider tout simplement de prendre ce chemin-là et de revenir à la source. Voici une première boucle. Une deuxième boucle, maintenant, on va la mettre d'une autre couleur, bleue. Alors, le courant peut décider de partir de la source, mais prendre ce chemin-là ici. Alors, voici la deuxième boucle. Alors, il y a plusieurs boucles pour un circuit qui est en parallèle. On le voit mieux ici. Donc, vous avez une boucle et vous avez, on va la mettre de couleur vert. Alors, le courant part d'ici. Voilà une deuxième boucle. Donc, dans un circuit en parallèle, on peut avoir plusieurs boucles. Par la suite, nous allons voir la notion de courant électrique. Alors, le courant électrique, c'est tout simplement des électrons qui circulent, donc des charges électriques, qui circulent dans un circuit pendant un intervalle de temps. Alors, on retrouve deux types de courants. Nous avons le courant qui est donné par les piles, par exemple, les batteries, on l'appelle le courant continu. Alors, les électrons à l'intérieur des piles, par exemple, vont se déplacer dans un seul sens. On appelle ça le courant continu. Des exemples, nous avons la pile, la batterie, les dynamos. En fait, les dynamos, on peut, par exemple, allumer une lumière sur un vélo lorsqu'on a un dynamo qui est placé à la roue. La roue, lorsqu'elle tourne, donc ça fait tourner le mécanisme qui produit de l'électricité. Donc, un petit dynamo nous fournit du courant continu. Le courant alternatif, en fait, c'est le courant domestique, le courant que vous avez à la maison, donc les prises de courant. Tout ce que vous branchez sur une prise de courant, c'est un courant alternatif. Donc, ce qu'il fait, en fait, ici au Québec, il a une fréquence de 60 Hz. Le courant va changer de sens 60 fois par seconde. Donc, c'est un courant qui alterne, tout simplement. L'automobile possède une pile, une batterie. Donc, c'est un courant continu. Par contre, c'est l'alternateur de l'automobile qui nous permet d'avoir du courant alternatif. Sinon, la batterie se viderait rapidement si on n'avait pas d'alternateur. Alors, voici des exemples finalement qui fonctionnent sur des exemples d'appareils qui fonctionnent sur le courant alternatif. Nous avons finalement tout ce qui est branché sur une prise de courant à la maison, les séchoirs à cheveux, les cuisinières électriques, la radio, etc. Ensuite, la variable du courant, en fait, c'est le grand I. Mon traitement de texte le fait comme ça. Donc, c'est le I. L'unité, c'est le ampère. Donc, l'abréviation, c'est la lettre A. L'appareil qui mesure le courant électrique, c'est l'ampèremètre et il est toujours branché en série. Alors, si nous avons par exemple un courant qui est égal à 2 ampères, nous allons écrire I, qui veut dire le courant, l'intensité du courant électrique, est égale à 2 ampères. Donc, au lieu de l'écrire au long, on utilise tout simplement le symbolisme mathématique, les petites variables. Alors, lorsque nous avons un ampèremètre qui est branché dans un circuit, alors ce que ça veut dire tout simplement, donc l'ampèremètre, il faut qu'il soit branché en série. Donc, on peut le brancher dans un circuit en série. Supposons que nous avons ici un résistor qui est branché en série avec un moteur, par exemple. Donc, nous avons une seule boucle. Voici le circuit. La borne positive, la borne négative. En fait, le courant va circuler toujours de la borne positive vers la borne négative, le courant conventionnel, bien entendu. Alors, l'ampèremètre, lui, c'est un peu comme un compteur, finalement. Il va compter les charges qui passent euh, pour un temps donné. Alors, on peut tout simplement le placer ici. Alors, il va être branché en série. Alors, il va avoir un de ses fils branchés avec la source et un autre de ses fils branchés avec, par exemple, le résistor qui est ici. On pourrait aussi le positionner ici.
Donc, il respecte le fait qu'il est branché en série. On pourrait le brancher aussi ici, donc il est encore branché en série. En fait, si on le branche en parallèle, ça peut être dangereux. On peut le briser parce que l'ampèremètre, étant donné qu'il compte les charges, il a une toute petite résistance. Donc, il n'y a pas beaucoup de protection. Ça n'empêche pas, même si on doit le brancher en série, on peut le brancher dans un circuit qui est en parallèle. Mais par contre, il faut toujours respecter le fait que l'ampèremètre est branché en série. Nous avons notre borne positive, notre borne négative, et voilà le courant qui circule. Alors, l'ampèremètre pourrait être branché ici. Donc, il suffit tout simplement de respecter le fait qu'il est branché en série. Donc, il peut être dans un circuit en parallèle, mais c'est son branchement qu'il faut respecter. Donc, son branchement, il a un fil avec la source et un fil avec les deux éléments ici qui sont branchés en parallèle. On peut aussi le brancher ici. Il va être encore branché en série. Même chose, on peut le brancher ici. Donc, il est branché en série parce qu'il a un fil avec l'ampoule, un fil ici avec le nœud, lui aussi, un fil avec l'ampoule et un fil avec le nœud. On pourrait même le placer ici au retour de la source. En fait, il faut juste respecter son branchement. Il pourrait être aussi après l'ampoule ou après le résistor, peu importe. Alors, l'ampèremètre, son rôle, c'est de compter les petites charges qui passent dans le circuit, tout simplement. C'est comme un compteur. Donc, il nous donne la quantité de courant qui passe dans un circuit électrique. Maintenant, la notion de différence de potentiel. Un synonyme de différence de potentiel, c'est la tension. Alors, ça correspond tout simplement à la différence entre l'énergie des charges à l'entrée et à la sortie d'une composante. C'est aussi une quantité d'énergie par charge. Alors, juste pour faire une image, dans un conducteur, un fil électrique par exemple, lorsqu'on a un courant, ce sont des petits électrons qui passent. Et voilà. Lorsqu'on parle de différence de potentiel, c'est l'énergie qu'ont ces charges-là, ces électrons-là, lorsqu'ils circulent dans le conducteur. C'est un peu comme, on peut faire l'analogie avec un boyau d'arrosage. Alors, les électrons, c'est comme si on avait de l'eau. Si on n'a pas de pression dans notre boyau d'arrosage, alors l'eau ne pourra pas circuler. Alors, c'est un peu la même chose pour les charges. Si on n'a pas de tension dans un conducteur, alors les électrons ne peuvent pas circuler. Alors, c'est une image, mais ça représente bien la différence de potentiel. Alors, la variable de la différence de potentiel, c'est la grande lettre U. L'unité, c'est le volt. Donc, l'abréviation de volt, c'est V. L'appareil qui mesure la différence de potentiel, c'est le voltmètre et il est toujours branché en parallèle. Alors, si nous avons une différence de potentiel qui est égale à 120 volts, on va l'écrire de cette manière. Donc, ça évite, lorsqu'on connaît les variables et les symboles des unités, ça évite d'écrire avec les mots donc, le fait que la différence de potentiel est égale à 120 volts. Donc, on peut l'écrire de façon courte avec le symbolisme mathématique. Alors, lorsqu'on parle de son branchement, même si nous avons un circuit qui est en série ou en parallèle, alors ici, je vais placer deux résistors en série, donc qui sont un à la suite de l'autre. Alors, le branchement du voltmètre, en fait, il suffit juste de le brancher pour qu'il soit en parallèle. Alors, il peut être branché à la pile ici. Le symbole normalisé du voltmètre, c'est un rond avec un V. Même chose aux bornes du résistor. On peut le brancher ici. Alors, ces deux fils sont branchés avec les fils d'un même élément. Alors, on a la même chose ici. On peut le brancher ici, le voltmètre, et voilà, il suffit de respecter le fait qu'il est branché en parallèle, même si c'est un circuit en série, c'est son branchement qui est en parallèle. Si nous allons dans un circuit en parallèle, mettons maintenant les deux résistors en parallèle, et voilà.
On peut brancher le voltmètre de la façon suivante, en parallèle avec la source. On peut le brancher en parallèle avec le résisteur ici. On peut le brancher en parallèle. En fait, le voltmètre ne peut pas être branché, par exemple, on va faire une petite erreur. Donc, le voltmètre, si on le positionne de cette manière, c'est pas un bon branchement. Donc, dans des questions, par exemple, d'examen, on peut vous demander de chercher l'erreur. Au même titre que si je reviens ici pour l'ampèremètre, si on le si on le branche de cette manière, donc l'ampèremètre, en parallèle, ce n'est pas un bon branchement. Alors, il faut faire attention à ceci. Je vais vous donner un truc pour retenir le branchement de ces appareils-là. Alors, c'est A, s'il vous plaît. Pardon. Donc, A, s'il vous plaît. A pour ampèremètre, S pour série, V pour voltmètre et P pour parallèle. Alors, l'ampèremètre est branché en série, le voltmètre est branché en parallèle. A, s'il vous plaît. Ça peut être un petit truc à retenir. Avec les mesures que nous obtenons à l'aide des appareils de lecture, comme l'ampèremètre et le voltmètre, on peut tracer un graphique. Alors, c'est ce que M. Ohm a fait. Alors, on peut faire, par exemple, le graphique de la différence de potentiel en fonction de l'intensité du courant. Et ce que nous obtenons, c'est tout simplement une fonction linéaire affine, donc une droite oblique qui passe par le point 0, 0. Et on peut, lorsqu'on a une droite en mathématiques, on peut calculer la pente. Alors, il y a déjà un scientifique qui a fait ça, donc Georges Simon Ohm, qui a calculé la pente. Alors ici, la pente va correspondre à une variation de la différence de potentiel, un peu comme en mathématiques, les Y, donc une variation des Y. Nous, le Y, c'est le U, sur une variation d'intensité de courant. Donc, nous, en mathématiques, on retrouve le delta X, donc delta Y sur delta X. Alors, si on calcule, par exemple, je vais aller chercher, tiens, le couple ici, 0 ampère, 0 volts, et le couple 2, 2 ampères, qui correspond en fait, si on s'enligne bien avec, là, 3 volts. Alors, sur ma droite, j'ai mes deux couples. Alors, j'ai mon 2 ampères avec le 3 volts. Alors, on peut calculer ici une pente et par définition, cette pente-là, on va l'appeler la résistance qui est donnée, qui est représentée par la variable grand R. Alors, si on calcule, par exemple, notre pente, donc la variation des U, 3 volts moins 0 volts, divisé par 2 ampères moins 0 ampères. Par définition, on obtient ici des volts sur des ampères et par définition, des volts sur des ampères, ça nous donne des ohms. Alors, allons voir. Donc, c'est la façon que scientifiquement on a procédé pour calculer finalement la résistance dans un circuit électrique. Alors, allons définir la résistance. Donc, nous avons, en passant, cette formule-là de pente dans un graphique comme celui-ci a donné naissance à la loi d'Ohm. Alors, en l'honneur de M. Georges Simon Ohm. Alors, c'est tout simplement la résistance qui est égale à la différence de potentiel sur l'intensité du courant. Bien entendu, on peut, euh, on peut la transformer, cette formule-là. Donc, si on isole la différence de potentiel, ça va nous donner RI égale U. Donc, tout simplement, on a fait de l'algèbre très simple, donc égale U.
C'est facile, c'est comme si on avait deux fractions finalement. On a fait le produit des extrêmes est égal au produit des moyens, donc R fois I est égal à 1 fois U, donc ce qui nous donne RI égale U. On peut aussi isoler l'intensité du courant dans cette formule. Alors l'intensité du courant, il suffit tout simplement de permuter le I avec le R, ce qui va nous donner U sur R. Vous pouvez utiliser le petit cercle magique, ceux qui ont de la difficulté à isoler des variables. Alors, on a le petit U ici, on met le petit R et le I à côté. Comment on travaille avec le petit cercle magique? Alors, si vous voulez le U, vous vous cachez le U avec votre doigt ici et ça va vous donner R fois I. Alors, le U, c'est R fois I. Si vous voulez le I, vous cachez le I, ça va vous donner U divisé par R. Et si vous voulez le R, vous cachez le R, ça va vous donner U divisé par I. On appelle ça le petit cercle magique. Alors, la résistance, elle est exprimée, même si ce sont des volts sur des ampères, elle est exprimée en ohms. Le symbole, c'est oméga. La résistance électrique, c'est quoi? C'est tout simplement l'opposition rencontrée par le flux de charge électrique le long du circuit. Lorsque nous avons un circuit électrique, il y a des conducteurs, il y a des composants qui composent ce circuit-là. Les électrons voyagent à l'intérieur et la résistance, en fait, si on veut faire une image, c'est un peu comme des obstacles que rencontrent les électrons lorsqu'ils voyagent dans le fil ou dans un composant tout simplement de circuit électrique. Et chaque composant, chaque conducteur offre une résistance au courant électrique. Allons faire quelques petits exemples avec la loi de Ohm. L'exemple 1, alors on va poser notre problème. En fait, c'est de la physique que nous faisons et la physique, il suffit tout simplement de poser nos variables, ensuite d'aller voir la formule qui va nous permettre de trouver l'inconnu. Nous avons une bouilloire électrique qui a euh, un élément chauffant qui a une résistance. Alors, ce n'est pas dit directement qu'il y a une résistance de 12,5 ohms. C'est pour cette raison qu'il faut vraiment apprendre les symboles des unités de mesure. Alors, ici, ça nous permet de dire R égale, donc c'est la résistance, 12,5 ohms. Si cette bouilloire fonctionne sur un circuit domestique à la maison, ça fonctionne sur le 120 volts, même chose, on ne nous dit pas que c'est la différence de potentiel, on ne nous dit pas que c'est la tension. Alors, par l'unité de mesure, nous sommes en mesure d'écrire que c'est la variable U qui est égale à 120 volts. On nous demande quel courant, donc le courant, sa variable, c'est le I. Alors, il faut apprendre ça par cœur. Nous cherchons le I. Nous allons voir notre feuille de formule. Nous avons que la résistance, la différence de potentiel et l'intensité du courant se retrouvent finalement dans la loi de Ohm. Dans l'examen du MELS, vous allez retrouver cette formule. C'est la même, sauf que la différence de potentiel a été isolée. Alors ici, nous allons isoler le I, l'intensité du courant électrique. C'est ce qui va nous donner U sur R. Nous allons substituer nos valeurs. Alors 120 volts divisé par 12,5 ohms. Des volts divisé par des ohms, ça nous donne des ampères. Nous aurons donc un courant de 9,6 ampères. Toujours écrire l'unité, sinon c'est moins 1 dans l'examen du MELS. Le numéro 2. Alors, posons le problème. On nous demande quelle est la résistance. Alors, c'est la variable R d'une ampoule qui est reliée à une source de 120 volts. C'est la différence de potentiel et qui est traversée par un courant de 2,5 ampères. Même chose, la loi qui relie ces trois variables, c'est la loi de Ohm. Alors, si nous voulons la résistance, il nous reste juste à substituer. Nous avons la différence de potentiel qui est 120 volts
divisé par l'intensité du courant, 2,5 ampères, ce qui va nous donner une résistance dans cette ampoule. Donc, comme je le mentionnais tantôt, tous les éléments, les composants d'un circuit offrent une résistance au courant. Donc, ici, nous avons des volts sur des ampères. Par définition, ça donne des ohms. Maintenant, allons voir la notion de puissance et d'énergie électrique. La puissance, c'est la quantité d'énergie électrique qui est consommée ou fournie par un appareil électrique par unité de temps. La puissance, souvent sur une fiche signalétique, c'est-à-dire une étiquette que l'on retrouve derrière ou en dessous d'un appareil électrique, c'est souvent la valeur que nous avons sur la fiche signalétique. Donc, la puissance, elle est en watts, sa variable, c'est le P, et ça nous permet, lorsqu'on la voit sur une fiche signalétique, sur un appareil électrique, par exemple, de vraiment constater si l'appareil va consommer beaucoup d'énergie ou peu d'énergie. Par exemple, lorsque vous avez des ampoules, par exemple une ampoule de 100 watts ou une ampoule de 60 watts, alors simplement par l'unité, par l'information de la puissance, on peut savoir que ici, c'est l'ampoule qui va consommer le plus d'énergie. En fait, la puissance, c'est un peu comme une vitesse de consommation d'énergie. Alors, sa variable, c'est le grand P, on l'a mentionné tantôt. L'unité, c'est le watt. Et la formule qu'on va utiliser pour calculer la puissance, c'est P est égal à U fois I, donc la différence de potentiel multipliée par le courant. Si vous voulez encore le petit cercle magique pour pouvoir isoler les variables, alors on va placer le P ici. Le U et le I vont être ici. Alors, si on isole dans cette formule le U, ça va nous donner, on le cache ici, ça va nous donner P divisé par I, tout simplement. Et si nous voulons le I, on va le cacher dans le petit cercle magique et ça va nous donner P sur U. Allons faire deux exemples. Alors, posons notre problème. On nous demande le courant. Alors, la variable du courant, c'est le I. On veut connaître le courant qui passe dans un micro-ondes, dans un four micro-ondes, qui a une puissance. Donc, il faut reconnaître l'unité parce qu'on ne mentionne pas nécessairement que c'est la puissance. Alors, simplement avec l'unité, on voit que c'est la puissance, 1500 watts, et la tension, qui est la différence de potentiel. Alors, la physique, c'est ça, hein? L'habileté à reconnaître les unités et à faire correspondre la bonne variable à l'unité. Donc, les volts avec la variable U. Alors, on veut le courant. C'est dans la formule P est égal à U fois I. Si on isole le courant, alors on divise des deux côtés de l'équation par des deux côtés de l'égal, du symbole égal, on divise par U. Alors, ça va nous donner que I va être égal à 1500 watts divisé par notre 120 volts. Donc, une intensité de courant qui va être égale, lorsqu'on effectue la division, à 12,5 ampères. Donc, 12,5 ampères. Donc, ce qui circule dans le four micro-ondes, c'est un courant de 12,5 ampères. Un autre exemple, un téléviseur maintenant qui utilise un courant, donc c'est la variable I, le courant est en ampères, de 2,72 sous une tension, donc c'est une prise de courant domestique, donc une différence de potentiel qui est égale à 110 volts. On nous demande quelle est la puissance. Pardon. Alors, ce qui relie ces trois variables-là, c'est P est égal à U fois I. Il nous reste juste à substituer dans l'équation 110 volts multiplié par 2,72 ampères. C'est ce qui va nous donner une puissance en watts. Alors, si on l'arrondit, là, ça donne 299,2. Si on l'arrondit, on peut écrire 300 watts, tout simplement. Alors, la puissance de ce téléviseur-là, c'est 300 watts.
Alors maintenant, allons dans la notion d'énergie. On vient de voir la puissance. L'énergie électrique fournie ou consommée par un appareil dépend de la tension, donc la différence de potentiel, l'intensité du courant et de la durée, donc le temps de fonctionnement de l'appareil. Alors l'énergie, sa variable, c'est le E. L'unité, c'est en joules. Et sa formule pour calculer l'énergie, c'est E égale la différence de potentiel fois l'intensité du courant fois le temps. Et on peut aussi écrire la formule de la façon suivante. En fait, on peut écrire E est égal à P parce que U fois I, c'est P. On vient de le voir, c'est la puissance. Donc, c'est P fois le delta T, tout simplement. Un petit rappel aussi, je ne sais pas si je l'avais mis ici, non. Alors, un petit rappel, comme le temps dans cette formule, alors j'ai oublié de le mentionner, là, mais le temps, le delta t ici, il est toujours donc en secondes. Euh, on va l'écrire ici, donc delta t toujours en secondes. Donc le delta t, c'est le temps en secondes. Alors, parfois, il faut le transformer. Le temps, il peut être donné en minutes ou en heures. On peut se rappeler ici, donc lorsque vous avez des temps qui sont exprimés en heures, par exemple, on se souvient que dans une heure, on a 3600 secondes. Et on se souvient aussi que dans une minute, nous avons 60 secondes. Et voilà, donc on peut avoir besoin de ces outils-là pour trouver un temps en heures, lorsqu'on a, pas en heures, mais en secondes, lorsqu'on a des heures, par exemple. Alors, allons faire un exemple. On nous demande quelle quantité d'énergie. Posons le problème. Alors, l'énergie, c'est ce qu'on cherche, consommée par une ampoule. Nous avons une ampoule électrique qui fonctionne pendant un temps de 5 heures. Alors, 5 heures, on ne laissera pas ce temps-là en heures, étant donné que dans la formule, il faut substituer des secondes. Alors, comme dans une heure, il y a 3600 secondes, dans 5 heures, on va avoir 5 fois 3600 secondes, donc un temps qui va correspondre à 18 000 secondes. Et voilà, le temps il est déjà transformé. On nous donne une tension, une différence de potentiel qui est égale à 110 volts. Et on nous donne le courant qui est égal à 0,4 ampères. Et voilà. Allons voir notre feuille de formule. Alors, l'équation qui relie toutes ces variables, c'est E égale UI delta T. Alors, on peut prendre chacune de nos valeurs ici. Alors, la différence de potentiel de 110 volts, le courant de 0,4 ampères et bien entendu, le temps en secondes. Il ne faut pas oublier de le transformer. Parce que c'est à ce moment-là, lorsqu'on a des volts multipliés par des ampères, multipliés par des secondes, que nous avons des joules. Alors, l'énergie, elle est en joules. Pardon, j'avais peut-être oublié de le mentionner tantôt. Donc, l'unité de l'énergie, c'est le joule. Nous allons donc obtenir une grande valeur quand même, parce que le joule, c'est une petite unité de mesure. Donc, 792 000 joules. Un deuxième exemple. Nous avons une ampoule extérieure qui a une puissance, donc même si ce n'est pas dit directement, il faut reconnaître que l'unité de watt est représentée par le W et ça correspond à la puissance, la variable P, qui fonctionne pendant un temps de 8 heures. Alors, on va aller transformer tout de suite notre temps en secondes.
parce que dans l'équation, on utilise des secondes. Alors, on va multiplier par 3600 secondes pour obtenir que des secondes. Donc, ce sera un temps de 28 800 secondes. Et voilà. Ensuite, on nous donne une différence de potentiel qui est égale à 110 volts. Contrairement à l'autre question, à la numéro 1, on avait le courant. Ici, on ne l'a pas, donc on nous demande de calculer l'énergie tout simplement. Alors, on peut prendre finalement un chemin qui est long. On pourrait, avec le P et le U, trouver le I et réutiliser la formule du numéro 1. Mais on peut y aller de la façon suivante. On sait que l'énergie, c'est UI delta T, mais on sait aussi que U fois I, c'est P. Donc, finalement, on a que l'énergie est égale à P fois le delta T. Si on substitue à l'intérieur, alors c'est 60 watts multiplié par 28 800 secondes, ce qui va nous donner encore là une grande valeur parce que l'unité de l'énergie en joules, elle est petite. Alors, ça va nous donner 1 728 000 joules. Toujours dans l'électricité, mais cette fois-ci dans l'ingénierie électrique, donc dans l'univers technologique. En fait, ce qu'il faut ce qu'il faut apprendre par cœur en lien avec le circuit électrique, c'est les différentes fonctions des composants à l'intérieur du circuit électrique. Donc, dans une analyse technologique, on peut vous demander de reconnaître ou d'expliquer la fonction d'un composant dans un circuit électrique. Alors, les différentes fonctions, en fait, nous avons la fonction d'alimentation, de conduction, d'isolation, de protection, de commande et de transformation. Ce qui est important, c'est d'apprendre ces mots-là par cœur. Donc, si vous avez, par exemple, un circuit électrique dans lequel on retrouve une pile, on peut vous demander quelle est la fonction de la pile. Alors, on va répondre en disant que la pile a une fonction d'alimentation. Donc, tout ce qui nous fournit des charges électriques, du courant électrique, des électrons, c'est une fonction d'alimentation. Alors, la batterie, dynamo, etc. La fonction de conduction, c'est en fait les fils électriques qu'on retrouve dans un circuit électrique. Rappelons-nous qu'un fil court, froid, avec un gros diamètre, donc si on a ces conditions-là, alors plus le courant passe facilement. Donc, c'est un bon conducteur lorsque nous avons un fil. Donc, supposons un fil ici qui est d'une certaine longueur, d'une certaine grosseur, donc comparativement à celui-ci qui est même grandeur, par exemple, même longueur, mais plus petit. Alors, le courant va passer beaucoup mieux dans le gros fil. Donc, ce sont les propriétés d'un fil, d'un conducteur, finalement, pour que le courant puisse bien circuler. Alors, plus le fil électrique est froid, plus les électrons circulent facilement dans le fil. Plus le fil est court, plus les électrons circulent facilement. Et plus le fil est gros, plus les électrons circulent facilement aussi dans le conducteur. Alors, un fil électrique a une fonction de conduction. La fonction d'isolation, en fait, c'est tout ce qui empêche le courant là, de faire des courts-circuits ou bien de passer, de sauter dans un circuit là, d'un composant à l'autre. Alors, tout ce qui est gaine de plastique autour d'un fil de cuivre, le caoutchouc, le verre, lorsqu'on a une ampoule, le petit filament de tungstène est protégé par le verre, la céramique, la porcelaine, et voilà. Je reviens ici pour la conduction. Principalement, ce que nous avons dans nos maisons, c'est du cuivre, qui est un bon conducteur d'électricité. Donc, on en a euh, avec différents numéros, là, donc numéro 14 ou 18, dépendamment des, euh, des circuits que nous avons à l'intérieur des murs. Alors, bon,
pour la fonction d'isolation, alors c'est tout ce qui empêche finalement le courant de circuler. La fonction de protection, ça protège un appareil. Par exemple, vous avez, au lieu de, s'il y a une surcharge dans un circuit électrique, au lieu de briser le composant dans le circuit électrique, vous allez briser plutôt le fusible, donc qui va brûler. Donc, souvent, le fusible est fait en plomb parce que le point de fusion, il est quand même assez bas. Donc, ça ne prend pas beaucoup d'énergie pour faire fondre le plomb. On a aussi comme fonction de protection, lorsque vous avez l'entrée électrique dans la maison, vous avez des disjoncteurs qui vont protéger, justement, s'il y a une surcharge encore là, il y a des disjoncteurs qui vont se mettre à off. Alors, il suffit tout simplement de les remettre à on. C'est de la protection pour pas qu'il y ait des incendies, par exemple. La fonction de commande, c'est en lien avec les interrupteurs. Alors, les interrupteurs, on en a à bascule, on en a à bouton pression, on en a des magnétiques. Donc, il y en a différentes sortes. Et nous avons aussi la fonction, finalement, de transformation de l'énergie. En fait, ici, c'est lorsque vous avez un appareil, un composant dans un circuit. Alors, il nous fournit cet appareil euh, de l'énergie autre que de l'énergie électrique. Il peut en consommer de l'énergie électrique, mais l'appareil va transformer cette énergie-là d'une autre manière. Alors, par exemple, l'énergie électrique peut être transformée en énergie thermique, ça veut dire la chaleur. On pense, par exemple, comme exemple, un résistor. Lorsqu'on le branche, alors c'est de l'électricité qui génère tout simplement de la chaleur. Lorsque vous avez le petit filament de tungstène dans une ampoule électrique incandescente, donc voici mon ampoule électrique incandescente, alors l'énergie électrique qui circule dans l'ampoule peut être transformée une partie en chaleur. C'est chaud lorsqu'on touche à une ampoule incandescente, mais en même temps en lumière. Donc, vous avez l'énergie électrique qui est transformée en énergie lumineuse. Donc, l'ampoule est un exemple. Donc, l'électricité et lumière. Donc, nous avons l'énergie qui est lumineuse. On peut avoir aussi de l'énergie en lien avec le mouvement. Donc, l'énergie mécanique, en fait, c'est en lien avec le mouvement. On peut dire de l'énergie de mouvement, de l'énergie cinétique aussi. On l'a mentionné tantôt, l'énergie lumineuse, donc l'énergie électrique qui se transforme en énergie lumineuse. On peut avoir aussi l'électricité lorsqu'elle passe, par exemple, dans un haut-parleur. On peut voir qu'il bouge. Il va faire un mouvement de vibration. C'est en lien avec le mouvement. C'est de l'énergie cinétique. Donc, l'exemple d'un haut-parleur. On peut avoir aussi l'électricité lorsque on, euh, on l'utilise dans les grues qui ramassent dans les sites d'auto brisés de la ferraille. Donc, c'est avec l'électricité, on fait du magnétisme. Ça devient un électroaimant. Donc, on peut ramasser la ferraille. Donc, on peut avoir aussi une pile. Une pile, c'est en fait, elle utilise de l'énergie chimique pour faire de l'énergie électrique. Alors, si nous avons une ampoule dans un circuit, par exemple, la pile, c'est de l'énergie chimique. Elle nous donne de l'énergie électrique. Elle transforme son énergie chimique. Finalement, ben, ça nous fournit de l'énergie électrique. Ensuite, nous avons par la suite l'ampoule qui est à l'intérieur. Donc, l'énergie électrique va être transformée en énergie thermique et aussi en énergie lumineuse, tout simplement. Alors, il faut se souvenir de la fonction de transformation.